Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 24 juillet 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors, je ne cacherai pas ce matin. J'ai un petit peu le trac en enregistrant cette vidéo, car le lecteur qui rend compte de son activité de lecteur auprès d'un écrivain qui va l'écouter, croyez-moi, ça peut être assez ardu comme expérience. Le choix des mots, tout à coup, prend une importance insoupçonnée. Et j'ai beau être un improvisateur, hein, j'ai beau pratiquer du, du free jazz, eh bien, j'ai quand même pris quelques notes pour me, pour me ramener, quoi. Parce que des fois, on part sur une improvisation et on oublie ce qu'on avait envie de dire. Et on dit des choses qu'on n'avait pas prévues. Et tout le grand art consiste à se rattraper à temps. Un exercice très difficile. Pratiquons pas la musique de chambre ici, comme vous le savez. Nous sommes plus près du free jazz, du blues et évidemment du rock and roll. Alors, je vais vous montrer quelque chose à l'écran. Un livre. Ce livre. Et quelle est la particularité physique de ce livre? On le regarde de près, on pourrait juger qu'il ressemble à un autre livre. Rien ne ressemble plus à un livre qu'un autre livre, premier regard. Je pourrais prendre un autre livre dans ma bibliothèque. J'en ai un devant moi qui a été imprimé dans les années 80. J'en ai un autre par là-bas qui a été imprimé dans les années 70. J'en ai un autre plus loin dans les années 40. J'en ai imprimé dans les années au début du siècle. J'en ai qui datent du siècle d'avant. Et chacun de ces livres-là, leur métamorphose nous est apparente. Choix du papier, la typographie choisie, le dos. Ici, on appelle ça un dos, non pas une épine. Cela concerne un ouvrage relié, généralement un livre ancien. Mais ce livre-là, qui est un livre récent, qui date d'à peine quelques années, 2 ans, tout au plus, eh bien, ce livre-là a été imprimé, a été d'abord conceptualisé physiquement, conçu et imprimé à l'aide de procédés mécaniques nouveaux. Il est le fruit de mutations technologiques numériques. On ne fait plus la mise en page de la même manière depuis quelques années. On a beau nous rappeler que le photocopiage tue le livre, ou encore, comme celui-ci, qu'il a été fabriqué en respectant les règles environnementales. On était déjà rassuré, la production de livres papier représente seulement qu'un tout petit pourcentage de toutes les forêts qu'on utilise pour imprimer des livres, c'est-à-dire 5%. Alors ce livre-là a été conçu, fabriqué par des procédés nouveaux. Oh, c'est pas évident quand on le tient comme ça dans ses mains, mais quand on y regarde de plus près, nous qui commençons à être rompus aux nouvelles technologies, nous savons c'est quoi un PDF. Nous ne confondons plus le PDF avec un SDF. Le langage HTML n'est pas une maladie qu'on attrape. C'est un langage informatique. Alors, tous les écrivains, maintenant, travaillent sur des traitements de texte, ce qui faisait dire à Miron qui s'en défendait un peu, pourquoi j'utiliserais un traitement de texte? Mes textes ne sont pas malades. Alors oui, le livre est en pleine mutation. Et c'est ce dont nous raconte, entre autres choses, ce livre, où il est bien davantage question. Et c'est là qu'il m'a touché. Question d'écriture, il est question de lecture, il est question de relation. L'objet livre étant
en transformation. Sa manière de le partager, d'en parler, est également en transformation. Et visiblement, François Bon et moi n'appartenons pas, quoique moi je suis plus attaché à la forme atavique du livre. Nous ne partageons pas l'esprit chagrin, morose de beaucoup de nos contemporains dans le monde de l'édition. On a l'impression qu'ils veulent tenir le coup en attendant le naufrage final. Mais l'esprit du rock and roll récuse. L'esprit du rock and roll, on prend nos instruments et on joue. On ne regarde, oui, on regarde en arrière. Je veux dire, on ne regarde pas en arrière. On regarde en arrière. La bibliothèque est là derrière nous. Elle nous soutient. La bibliothèque qui est derrière nous nous offre un appui à nos errances, nos expérimentations et à mes divagations. Vous savez, je suis un Deleuzien primesautier qui parfois n'a pas toujours la fuite dans les idées et je dois jeter un petit coup d'œil sur ma partition. Le coût des livres. Ce livre-là, il y a un coût. Il coûte 18 euros. 18 euros, c'est environ 25 $ canadiens. Eh bien, le coût des livres, en dollars constants, n'a absolument pas augmenté depuis 20 ans. Si on y ajoute l'inflation, qui se situe autour de 2 ou 3%, ce qui fait que le livre, dans les faits, la valeur, le coût d'acquisition d'un livre va diminuer. Il y a toutes sortes de raisons à ça. Justement, les innovations technologiques, qui sont bien souvent d'ordre numérique, ont permis une diminution importante des coûts pour la fabrication, les coûts d'impression. Également, les machines qui servent à fabriquer ces objets dont, comme vous le savez, l'obsolescence est programmée. Attendez. Zut. Je suis en train d'enregistrer ma vidéo. Oui, je suis allé. Oui, qu'est-ce que tu veux? OK, bah. Oui, hein. Voilà quelque chose que je n'avais pas ni même inscrit dans ma partition. La balade du chien de Zépiquinho ce matin, eh bien, n'a pas donné les fruits escomptés, si vous comprenez ce que je veux dire. Alors, donc, oui, l'obsolescence des machines, qui elles-mêmes, en fait, sont programmées pour être obsolescentes, eh bien, elles fabriquent des objets qui eux-mêmes sont conçus pour être obsolescents, mais le contenu, lui, ne l'est pas, n'est-ce pas? Le message, la texture n'est pas obsolescente. Un petit coup d'œil sur ma partition. Oui, Robert Hébert et moi, écrivain, philosophe. Robert et moi, nous nous voyons chaque semaine dans ma librairie et nous poursuivons une conversation infinie qui dure depuis 20 ans. Robert Hébert est un infatigable chercheur, lecteur, qui a publié une dizaine de livres, et dont le dernier livre, le dernier livre, son prochain paraît à l'automne. On peut le trouver, on va rester un petit peu dans le numérique là, on peut le trouver en googlant Usage d'un monde, trahir, et c'est une réalisation d'un jeune philosophe, René Lemieux. Alors, si vous voulez aller lire l'écriture de Robert Hébert, qui est disponible en PDF, eh bien, je vous invite à le faire. Aussi, là, si je m'embarque dans mon propre rapport avec le numérique, ça va être l'objet d'une autre vidéo. Je ne referai pas le coup de la vidéo d'avant-hier où finalement je me suis aperçu qu'à la 13e minute, je n'avais pas parlé
de ce livre-là qui est derrière moi. Donc cette fois-ci, je vais essayer de me, de me- de me contenir. J'y reviendrai parce que ce livre-là qui nous explique, comment le livre a subi de profondes transformations physiques tout au long de son histoire. Ils sont évoqués naturellement la figure des rouleaux que les latins utilisaient, les papyrus, les codex, les tablettes d'argile mésopotamiennes, les parchemins, les objets servant à écrire, les plumes de fer, les plumes d'oie. Alors, on dit toujours, hein, cette expression-là est restée, même si depuis longtemps, je ne connais personne, personnellement, qui écrit à la plume d'oie. Si vous en connaissez, faites-moi signe. Hein, avec une vraie plume d'oie qui trempe sa tige dans l'encrier. Il nous explique qu'au fond, toute la transformation physique du livre, eh bien, il ne faut pas s'en désoler que le livre se transforme et que cette transformation-là, eh bien, opère un changement dans nos consciences et dans notre conception. Et que le livre se dématérialisant, se démultipliant, se transformant, devenant protéiforme à l'instar de son site, le tiers-livre, dont il est question de moi hier. Je vous invite à le lire. Merci. Ce qui me rend encore plus nerveux de faire cette vidéo-là, que j'ai été épaté par les propos que vous avez écrits, François Bon, me rend nerveux. Ça me rend nerveux, ouais, ça me rend nerveux. J'ai le trac. Je ne le cache pas. Le trac d'un lecteur, hein, je sais pas. C'est assez nouveau, ça aussi. On a évoqué la figure du lecteur public, mais le trac du lecteur public qui, d'une certaine manière, doit rendre compte de ses lectures. C'est une entreprise dans laquelle je me suis engagé de manière inconsidérée, ne sachant pas ce qui m'attendait. N'allez pas croire qu'il y avait une stratégie derrière tout ça. J'ai commis la première vidéo il y a 2 ans et demi sur un coup de tête. Et il était question de Marc-Édouard Nab, ce polémiste né, qui avait écrit un livre où on y voyait Dominique Strauss-Kahn morigéner ses testicules, de l'avoir mis dans de si mauvais draps avec l'affaire du Sofitel à New York, qui a fait que il a perdu la présidence française. Aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce que ça aurait donné, Dominique Strauss-Kahn. Sans doute, il n'aurait pas fait pire ou mieux que l'actuel président. Alors, je vais enchaîner, je vais me cramponner, non plus à ma partition, mais je vais me cramponner à quelques-unes des notes que j'ai prises. Et je constate que cette vidéo-là, eh bien, va être en 2 parties. Demain, je vais poursuivre. Alors, Ouais, je note également, ou je vous l'avais déjà dit, mais je vous le remontre, il est autographié. Fait que je l'ai annoté avec le plus grand soin au crayon à la mine. Hein, de l'improvisation. Ouais, on peut faire entendre le bruit des pages. Oui, tenez, il parle du Québec. François Bon connaît bien le Québec. Il y a enseigné pendant 1 an, hein, si je ne m'abuse, à l'Université de Montréal, qui est à côté de ma boutique. Et François Bon, oui, il y a des traces un peu partout du Québec dans ce livre. Ils sont évoqués la grande figure qui est Gabriel Leroy, Jean Désy aussi, et la Grande Noirceur, cette époque-là, qui a été une époque d'obscurantisme au Québec. On y reviendra sur la Grande Noirceur. Je ne vais pas partir sur une autre digression. Un cas de force majeure peut vous aider à la bascule. Lors d'un récent séjour d'1 an au Québec, avec peu de livres, et pourtant nos 2 malles de livres sont ce qui nous a coûté le plus cher dans les frais de bagages, parce qu'il était hors de question de tout emporter ni de tout racheter, j'ai vite pris l'habitude de lire sur l'appareil dont je disposais alors, Sony
PRS 600, et désormais, même de retour avec les livres, même de retour avec les livres à proximité, mon temps de lecture du soir, pour Balzac ou pour Proust ou Saint-Simon et d'autres, se fait par commodité plutôt sur l'iPad que sur papier. Les appareils mobiles n'aiment pas, dans l'état actuel de leur technique, mémoire vive et logiciel de navigation, être trop lestés. Je garde dans l'ordinateur 2 silos principaux. L'un est automatiquement nommé e-books dans Documents, l'autre créé par moi-même. Edinum avec des sous-dossiers contemporains, Thésaurus où je stocke les textes avant le formatage qui les rendra confortables sur la liseuse ou tablette. Et tout le long de cet ouvrage, François Bon nous explique son rapport avec ces objets mutants que sont les appareils technologiques et son rapport à la lecture et également à l'écriture. Comment cela change sa propre écriture, comment cela change sa manière de lire, comment cela change également sa manière de penser. Et il nous offre l'articulation de ces divers archipels électroniques qui sont reliés les uns aux autres, et ils naviguent, notre auteur, parmi les divers courants qui les pulsent. Je pense que je vais m'arrêter là aujourd'hui. Il nous raconte, oui, ici, comment il s'est porté acquéreur de ses premiers ordinateurs à Bordeaux en 1972. M'a permis aussi de rêver aussi. Moi, je ne suis pas un féru et un passionné comme lui d'informatique, mais j'ai quand même eu quelques ordinateurs dans ma vie. Et ça m'a permis de m'abandonner à des rêveries sur ces machines. Et je me suis rappelé mon premier ordinateur. Mais vraiment, ma première webcam qui est toujours là. Toujours là, cette première webcam. Ouais, écoutez, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vais poursuivre demain. Parce que j'ai noté un certain nombre de choses qui m'apparaissent vraiment fondamentales et des passages absolument magnifiques. Absolument magnifiques. L'écriture est belle, elle est belle, elle est belle, celle de François Bon, elle est vivante. Et il le fait aussi qu'il ne soit pas un auteur qui ne se livre pas à nous, m'enchante. Pour moi, ça reste très important de savoir de quel lieu parle l'écrivain. De quel lieu parle-t-il? On se posait la question beaucoup dans les années 70. Je pense que ça va redevenir une question fondamentale. Je vous remercie d'être avec moi et à demain pour la suite. Vous connaissez la suite, ma page Facebook, ma librairie d'occasion et d'ancien, le livre Voyageur, ainsi que mon numéro de téléphone 514-736-0999. Un petit coup d'œil sur la partition. Et les leitmotivs qui m'ont échappé. Merci, bonne journée.